Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais commencer par faire l'appel. Donc, Carré Foucault, présent. Ari Yamanaviol, Robert Patrick, Lisa Estrada, Ferreba, Benoît Sol, Nathalie Cabrol, Daniel Rodriguez, Chantal Falcon, Bernard Charbonnier, Pascaline Dardet, Nicolas Goudard, Karine Loupi, Lydia Aspa, Catherine Bourri, William Alric, Marie-Claude de Paul, Alice Sadoulat, Marina Massavio, Jean-Marc Lopis, Véronique Bernal, Jacques Massini, Monique de Michel, Frédéric Thérèse, Aline Romaïs, Philippe Garcès, Thierry Baïza, Audrey Imbert, Jean-Christophe Davigo, Jean-Christophe Davigo, qui a donné le pouvoir à M. Thierry Baïza. Annie Galibert. Présent. Curé Philippe. Présent. Joseph Garcia. Présent. Marcel Graine. Présent. Ève Silva Jiménez. Présent. Et voilà. Le forum est atteint. Et nous pourrons donc, bien sûr, délibérer. Et donc, M. Davigo qui a donné le pouvoir à M. Bien, secrétaire de séance, quelqu'un se propose. Madame Falcon. Allez, arrête. Bien. Deux points que je voudrais aborder avant de commencer donc, le conseil. Le premier point, je vous propose de retirer la délibération numéro 8 qui concerne la CEMABAT. Donc, parce que suite à la vérification auprès des services de la CEMABAT, il apparaît que la rédaction du projet de délibération comporte une omission dans sa rédaction et conduirait, si on l'a voté aujourd'hui en l'état, à une non-conformité au statut de la CEMABAT. Donc, je vous propose de la retirer et de voter pour les représentants de la commune cette SEM lors d'un prochain conseil municipal ultérieur. Par contre, la question numéro 8 n'y sera plus, mais je vous propose d'en mettre une autre, si vous le souhaitez, je vais la mettre aux voix. C'est une question complémentaire concernant le personnel, c'est la mise en place d'une prime exceptionnelle pour les agents soumis à des suggestions exceptionnelles pour assurer la continuité du service public dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré pour faire face à l'épidémie du Covid-19. Dans cette délibération, bien sûr, cette discussion a été faite avec le CTP en place, donc c'est passé donc au CCAS. Je vous propose de la passer en conseil municipal car on pensait la passer prochainement, mais pour que les personnels de la ville de Metz soient rémunérés et payés de cette prime et que ça attende un mois de plus, je vous propose de la passer à ce conseil avant d'attendre le conseil s'il y a lieu de fin de mois ou de mois de plus. Je vais mettre aux voix pour savoir ceux qui sont d'accord ou pas, si à la majorité, donc, et je vous ferai distribuer la délibération. Qui est pour donc d'ajouter cette délibération pour le personnel? Je vous remercie pour eux, c'est très bien, à la minute. Donc, on fait circuler, s'il vous plaît, ou quelqu'un distribue. Sur le point numéro 8 qui se situe au point numéro 8 de la semaine. Eh bien, donc, on va commencer donc, par le point numéro 1, c'est les élections des délégués et des suppléants sénatoriales. Donc, le conseil municipal doit élire les délégués et leurs suppléants pour l'élection sénatoriale du 27 septembre prochain dans les communes de 9 000 habitants à 30 000 habitants. La totalité des
sauf si un élu a un autre mandat dans une autre collectivité qui doit nommer son remplaçant. C'est le cas donc de Mme Imbert qui a proposé un remplaçant. Il faut donc voter pour élire uniquement les suppléants au nombre de 9. Ils auront comme rôle de remplacer les délégués ne pouvant être présents le 27 septembre 2020 en cas de refus d'exercer son vote, décès, perte de droits civiques et politiques, empêchement ou cessation de fonction de conseil municipal. Lors de la séance de ce jour, le bureau électoral doit être composé donc du maire, de son représentant, mais là c'est le cas du maire, de 2 conseillers les plus âgés. Donc les 2 conseillers les plus âgés, a priori, à ma connaissance, c'est Madame de Michel et c'est Monsieur, aidez-moi, Massini, je crois, c'est Massini. Et les 2 plus jeunes, donc c'est Madame Dardet et Mademoiselle Massabé. C'est eux donc qui effectueront le dépouillement et signeront le PV. Le vote se fait sur la même procédure qu'un vote conventionnel, avec constat par le maire que chaque élu a déposé son bulletin dans l'urne. Chaque conseiller peut être titulaire d'un et un seul pouvoir, dans ce cas, je pense, de M. Paisa, qui aura le pouvoir de l'aniveau, si un élu n'a pu être présent. Un élu ne peut pas vouloir voter. Il sera notifié dans le PV s'il ne veut pas voter. Et le vote blanc ou nul ne sera pas pris en compte dans les suffrages exprimés. Il y a ensuite un décompte du bulletin, le calcul par liste de nombre délégués suppléants en fonction du quotient électoral. La préfecture aura fourni un tableur qui permet de calculer la répartition de ces délégués. Ça sera à la charge du directeur général des services. Et il faudra afficher bien sûr ce PV en mairie, contacter les délégués suppléants pour les informer de leur nomination. Donc il y a eu 2 listes qui ont été. Alors il faut que je reprocède à l'appel avant le vote. C'est pas forcément nécessaire, vu qu'on l'a fait. On est d'accord, personne n'est parti entre temps. Le quorum donc est atteint et donc vous avez 2 listes. Alors la liste numéro 1, je vous propose de la modifier, s'il vous plaît. C'est pas celle-là, non, c'est pas celle-là. Oui, monsieur. Et hop, 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 hop. J'ai trop de papier sur le bureau. Donc c'est la liste ensemble vers 2026, dont les suppléants sont Comel, Morgane, Tarin, Sylvie, Gillet, Didier, Granier, Bressy, Sophie, Dura, Joël, Lourdoux, Mireille, Bengal, Frédéric, Bendria, Mérimen et Borel, François. La liste proposée par la liste Agir pour Metz, donc les suppléants proposés sont Séraphin Parra, Marie-Hélène Pellet, Louma Nicolas, Dominique Munoz, Nicolas Archambault, Sandrine Galambeau, Christian Auger, Emmanuel Boudet et Roger Preux. Je ne me suis pas trompé, hein? C'est bon, on est d'accord. Donc vous avez les 2 listes, vous prenez la liste que vous souhaitez, vous la pliez en 4 et quelqu'un va faire le tour. Les 2 plus jeunes, donc Madame Dardet et Mademoiselle Massabio. Tu peux venir aider. Alors,
Imbert. Pour les sénatoriales, c'est Madame Lunadier. Christiane. Christelle. Ensemble. 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 Agir. Ensemble. 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 Agir. Ensemble. Ensemble. Agir. Ensemble. 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 Agir. 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 Et agir. Bon. Bien.
25 bulletins pour la liste Ensemble vers 2026 et 8 bulletins pour Agir pour Metz. Maintenant, les calculs sont lancés et vous donnez le résultat. Alors 7 postes pour la liste Ensemble vers 2026 et 2 postes pour la liste Agir pour Metz. Est-ce que je donne les noms? Alors sont élus suppléants donc Comel Morgan, Sylvie Tarin, Didier Gillet, Granier, Brécy, Sophie, Joël Duras, Mireille Lourdeau, Ganigal, Frédéric. Sont élus sur la liste Agir pour Metz, Para Séraphin et Marie-Hélène Pellet. C'est bon? Bien, maintenant le point numéro 3, délégation du conseil municipal au maire. Donc je vous indique que conformément à l'article 21, 22, 22 et le 21, 22, 23 du CGCT, le conseil municipal donne délégation au maire afin d'effectuer tous les actes cités dans les alinéas du dit article. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal de lui donner délégation pour la totalité des matières citées ci-après, donc vous avez dans la délibération et pour la totalité de la durée du mandat, c'est-à-dire pour arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas de caractère fiscal. La limite est fixée pour l'ensemble des tarifs non récurrents, autres que ceux inclus dans les 2 délibérations tarifaires annuelles. Je demande de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques, des taux et des changes, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 16-18-2 et et au A de l'article L 22-21, 5.1 sur réserve de disposition du C, et du C de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Alors, article 1, emprunt. Le conseil municipal donne délégation au maire pour pendant toute la durée de son mandat procéder à la limite fixée ci-après à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus chaque année dans les divers budgets de la ville. Les emprunts pourront être à court, moyen ou long terme, divisés en euros, avec possibilité d'un différé d'amortissement et ou d'intérêt. Au taux d'intérêt fixe et ou indexé, révisable ou variable, à un taux effectif global compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière, à l'exception des produits dits structurés ou indexés sur les variations des cours des devises. En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après. Des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et ou de consolidation par mise en place de tranches d'amortissement. La faculté aussi de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif ou au calcul des taux d'intérêt. La possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt. La faculté de modifier la périodicité et leur profil de remboursement, et la possibilité de prévoir le versement d'indemnités et commissions. Par ailleurs, le maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques citées ci-dessous. Article 2. Opérations financières utiles à la gestion des emplois. Le conseil municipal donne délégation au maire pendant toute la durée de son mandat et dans les conditions et limites définies ci-après pour réaliser les opérations financières utiles à la gestion des emprunts et passer à cet effet les actes nécessaires. Au titre de la délégation, le maire pourra procéder
au remboursement anticipé des emprunts en cours avec ou sans indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l'établissement prêteur, et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices dans les conditions et limites fixées à l'article 1 et plus généralement décider de toute opération financière utile à la gestion des emprunts. Article 3. Dérogation à l'obligation de dépôt de fonds auprès de l'État. Le maire pourra, pour la durée de son mandat, prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et, en ce qui concerne les régies, sans personnalité morale, dans les conditions du A, petit a, de l'article 22-21-5-1 du Code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions du petit c de ce même article et passer à cet effet les actes nécessaires. La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment l'origine des fonds, le montant à placer, la nature du produit souscrit et la durée ou l'échéance maximale du placement. Le maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement. Article 4. Information à l'Assemblée délibérante sur les opérations réalisées en application de la délégation. Le maire informera le conseil municipal des opérations réalisées dans le cadre des délégations reçues ainsi qu'il est prévu à l'article L 21-22-23 du Code général des collectivités territoriales. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres d'un montant inférieur au seuil définissant des procédures formalisées, ainsi que lorsque les crédits sont inscrits au budget. Toute décision concernant leur avenant, toute décision concernant les avenants au marché et accords cadres passés selon les procédures formalisées. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Passer les contrats d'assurance ainsi qu'accepter les indemnités des sinistres y afférents. Créer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions des cimetières. Accepter les dons et legs qui ne sont pas grévés ni de conditions ni de charges. Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à un montant de 4 600 €. Fixer les rémunérations, régler les frais et honoraires d'avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. Fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, les domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes. Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Fixer les reprises d'alignement et en application d'un document d'urbanisme. Exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. Déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même Code, dans les conditions que fixe le conseil municipal à l'établissement public foncier ou à une société d'économie mixte sur une partie ou l'ensemble du territoire de notre commune. Intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. Ces cas s'entendent tant dans tous les types d'actions intentées devant les tribunaux de l'ordre civil ainsi que de l'ordre administratif. Le TGI, le tribunal correctionnel, les juridictions spécialisées, la cour d'appel, la cour de cassation, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le conseil d'État. Il concerne les contentieux des POS et plus et de tous les documents d'urbanisme concernant le territoire de notre commune et ce, à tous les stades des diverses procédures d'élaboration. Les contentieux des décisions prises en application du Code de l'urbanisme et des participations des constructeurs et aménageurs aux dépenses d'équipement public. Les autorisations et les activités des services décentralisés que la défense soit assurée directement par l'intermédiaire de la mise en jeu d'une assurance adaptée. Les recours liés aux conditions de forme ou de fond des délibérations du conseil municipal, des décisions et arrêtés municipaux, ainsi que tous les actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Les instances concernant les contrats de la commune, tant dans le cadre de la commande publique que dans le cadre de délégation de services publics, et ce, à tous les stades de la passation et de l'exécution.
les contentieux mettant en cause les finances de la commune, les affaires liées à l'opération du domaine privé ou du domaine public de la commune, les contentieux concernant les autorisations d'ouverture de commerce, les soldes et les ventes en liquidation, les affaires liées aux travaux publics de la commune et au marché de travaux, les affaires mettant en jeu la responsabilité civile ou pénale de la commune, soit en les déférant directement, soit en mettant en jeu une assurance adaptée, les contentieux liés à la mise en cause de la responsabilité pénale des tiers et des usagers, les contentieux des expropriations à tous les stades de la procédure, y compris pour les actes administratifs la composant et n'émanant pas de la commune, les affaires concernant la gestion du domaine privé ou du domaine public de la commune et les conventions qui la lient à des tiers dans ce cadre, les affaires amenant contestation à titre exécutoire, les contentieux liés à la gestion du personnel municipal. 17e point, régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite de 15 000 €. 18. Donner en application de l'article L 324.1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. Signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L 311.4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L 332.11.2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. Numéro 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. Le montant maximal de ces lignes de trésorerie ne devra pas excéder 1,5 million € par année pour tout budget confondu, budget principal et budget annexe. Ces ouvertures de crédit seront d'une durée maximale de 12 mois, à un taux effectif global compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les index suivants: EONIA, T4M, Euribor ou un taux fixe. Le 21 ne sera pas exercé. Le 22, exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 241 et suivants du Code de l'urbanisme sur l'ensemble du territoire de la commune. 23, de prendre les décisions mentionnées à l'article L 523.4 et L 523.5 du Code de patrimoine relatives à la réalisation des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou des travaux sur le territoire de la commune. 24, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement à l'adhésion aux associations dont elle est membre. Le 25 ne sera pas pris en compte. Le 26, demander à tout organisme financeur et dans tous les domaines l'attribution de subventions. Il vous est donc demandé de bien vouloir accorder donc au maire la délégation de pouvoir dans les cas ci-dessus énoncés conformément à l'article 21, 22 du Code général des collectivités territoriales et d'autoriser que la présente délégation soit exercée par les adjoints au maire dans l'ordre du tableau en cas d'empêchement. Monsieur le maire. Voilà. Y a-t-il des questions là-dessus? Monsieur Brenne. Merci. Ça marche. Bien, monsieur le maire et chers collègues, l'examen de cette délibération est particulièrement intéressante quant à ses conséquences en matière de gouvernance. Elle nous propose en effet de donner des pouvoirs particulièrement étendus à notre maire s'agissant de la gestion de notre commune et en vous faisant remarquer que certains des garde-fous indispensables à cette délégation sont absents. Alors ainsi, à l'article 16e, et s'agissant des actions intentées devant les tribunaux, soit de l'ordre civil comme administratif, et même si l'article L 21-22-23 précise que le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal, je ne sais pas comment nous serons réellement informés suffisamment à l'avance pour que l'Assemblée puisse en décider. Au 18e, nous serons également privés des informations essentielles en matière d'urbanisme et de politique foncière, puisque nous ne l'apprendrons qu'après les prises de décision.
Au 19e, nous nous privons de la possibilité... Ça ne fonctionne plus. Au 19e, nous nous privons de la possibilité de contrôler les accords avec les promoteurs immobiliers. Au 20e. S'agissant plus particulièrement des lignes de trésorerie, le montant maximal annuel, qui est actuellement de 1 million d'euros, passe à 1,5 million. Alors, qu'est-ce qui justifie cette augmentation? Sachant que 800 000 euros ont déjà été souscrits au mois de janvier. Alors, est-ce que c'est... C'est le numéro rouge là? Il n'y a plus. Ah, donc, qu'est-ce qui justifie cette augmentation? Vous avez essayé, le 20 avril, de nous faire passer... Oui, vous avez essayé, le 30 avril, de nous faire passer ce montant à 2 millions d'euros, et vous n'avez pas pu en justifier les raisons. Donc, la question qui se pose, c'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie cette augmentation? Alors, moi, je me refuse, et vous le savez, à signer un chèque en blanc de cette manière, sachant que l'expérience que j'ai d'autres communes est beaucoup plus importante que la nôtre. Aucun maire ne se fait attribuer autant de pouvoir et laisse à l'Assemblée délibérante le soin de décider d'un plus grand nombre de sujets. Bien. Autre intervention. Pour le dernier point, la ligne de trésorerie, c'est 1,5 million, c'est vrai. C'était 800 000 euros. Je vous ai dit 1,5 million pour tout budget confondu. Donc, ça, voilà, tous les budgets confondus. Les 800 000 euros, c'était pour le budget principal. Et après, c'est une prévision. On ne débloquera jamais 1,5 million. Et les 1,5 million, s'ils sont débloqués, il faut les rembourser dans l'année. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, on est obligé de les rembourser. Concernant toutes les autres délégations, c'était les délégations, je ne les ai pas inventées, pour bon nombre de villes adoptent les mêmes délégations, et même beaucoup plus. C'est pas moi qui les ai écrites, ni mon DGS. On les a reprises sur le Code général des collectivités territoriales. Pour un bon nombre de villes, je vous dis, appliquent les mêmes délégations. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Monsieur Graine, je le mets au voix. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Oui. Donc en conclusion, cette assemblée délibérante ne vous contrôlera pas comme elle devrait le faire. Y compris de votre majorité. Point numéro 4.